Ce que je vais vous expliquer, c'est effectivement ce travail qu'on a réalisé au cours de ce projet Flourish qui s'est terminé l'an dernier, même s'il y a encore des prolongements, il est encore bien présent dans nos têtes et pour encore longtemps finalement. Donc ce travail s'intitule l'impact de la pratique de sélection sur l'évolution de la diversité du projet des jardins au XIXe siècle. Donc, alors déjà, pourquoi le XIXe siècle? Le XIXe siècle marque pour le rosier c'est ce qu'on peut dire un âge d'or, pour différentes raisons. Donc c'est une époque assez charnière, puisqu'il y a de nombreuses introductions, notamment à partir de la Chine ou d'Amérique. On a également de nombreux croisements qui ont été réalisés, qui ont abouti à un nombre très foisonnant, on va dire, de variétés. Également une innovation foisonnante, puisqu'il y a de nombreux caractères qui ont été introduits à cette époque-là, et des caractères très novateurs qui n'étaient pas présents auparavant. Il y a également de nombreux acteurs avec des horticulteurs qui vont, on va dire, plus se professionnaliser que ce qui pouvait être dans le passé, des gens qui vont essayer de créer de nouvelles variétés notamment, des amateurs également qui vont c'est pas le métier d'être créateur, mais qui vont se passionner, puisqu'il y a vraiment une passion de la rose à cette époque-là, et puis des botanistes qui vont essayer de décrire, de déchiffrer cette diversité qui va se complexifier de plus en plus au fur et à mesure des croisements, et qui va rendre, on va dire, leur tâche extrêmement complexe, qui reste toujours complexe d'ailleurs pour nos botanistes actuellement. C'est également une époque où on va avoir de nouveaux concepts qui se dessinent et qui se construisent, notamment les réalités, la physiologie, la systématique, qui vont aussi influencer la façon dont les horticulteurs vont voir leur travail, la façon dont ils vont procéder pour faire des croisements, et la façon dont ils vont réellement passer d'une absence de maîtrise du croisement et de la culture à vraiment une maîtrise de plus en plus importante de leur pratique. Et également de nouvelles pratiques commerciales. Et tout ça, c'est possible, puisque nous avons encore énormément de traces à cette époque-là. Et ces traces, elles ont plusieurs natures, et c'est pour ça qu'aujourd'hui vous avez un généticien et une historienne avec vous, puisque ces personnes qui ont créé ces nouvelles variétés, c'est des gens qui vont avoir beaucoup renseigné ce qu'ils ont fait, donc il y a beaucoup de traces qui ont été laissées, et donc beaucoup de sources pour ma collègue historienne. Et puis également, c'est aussi une chance, c'est que c'est un matériel végétal qui a une particularité, c'est qu'il peut être multiplié de façon végétative, ce qui fait que de ce fait-là, vous pouvez aller dans une roseraie et voir un rosier avec un petit panneau avec marqué le nom de la variété et puis 1811 par exemple. Donc, ce qui sous-entend que depuis 1811, cette variété-là est préservée. Bon, après, il peut toujours y avoir des petites surprises. Donc, voilà. Donc ce projet, comme je le disais, s'intitulait projet Flourish, s'intitulait Facteur de succès de l'innovation variétale du rosier au XVIIIe et XIXe siècle en France, avec une démarche interdisciplinaire, génétique et historique. C'était un projet financé par Jean-Pays Deloire, qui s'est terminé l'an dernier et qui était subventionné à hauteur de 209 000 €. Au niveau de l'organisation du projet, on a travaillé quand même au niveau de ce projet interdisciplinaire, au niveau de chacune de nos disciplines, qui avait un axe disciplinaire, puisque c'est quand même important d'avancer sur des disciplines, mais malgré tout, c'était vraiment au niveau du projet, on se posait vraiment les mêmes questions. On avait vraiment un intérêt sur le même objet, vraiment la diversité du rosier, ce qui fait qu'on s'est rendu compte qu'on avait vraiment besoin de discuter très régulièrement et d'interagir le plus possible. Et ça a été rendu possible notamment à travers des axes interdisciplinaires comme l'axe collection et l'axe synthèse, et ça a amené à beaucoup de réunions intéressantes où on a pu vraiment se passionner pour ce sujet. Alors ces sources et ces ressources, au niveau des sources historiques, qu'est-ce qui a été exploité? C'est des catalogues, des monographies, vraiment tout ce qui avait trait aux variétés de rosiers et aux pratiques des sélectionneurs. Et qu'est-ce qu'on a pu en tirer? Donc il y a une grosse base de données qui a été produite, où a été recensé les descriptions de chacune des variétés, les obtenteurs, les années d'obtention, les prix qui ont pu être obtenus par les variétés.
Et au niveau des roseraies, on a réussi à exploiter différents types de données, des données phénotypiques et des données génétiques. Donc les données phénotypiques, ça correspondait à des mutations qu'on a pu faire au sein d'une roseraie particulièrement, donc la roseraie Loubert, qui est située à 3/4 d'heure d'ici, au Rosier-sur-Loire, donc une ville bien nommée. Et on est allé, notamment pendant 3 années, noter le nombre de fleurs sur à peu près 350 rosiers, donc un gros travail qui a été réalisé par un certain nombre de l'équipe. C'est vraiment un travail d'équipe qu'on représente aujourd'hui, on n'était pas que tous les deux à travailler là-dessus, ça je tiens à le faire remarquer. Et également au niveau des données génétiques qui ont été produites à partir de différents types de marqueurs répartis sur le génome, ou des marqueurs plus spécifiques sur des gènes en lien avec des fonctions qui nous semblaient assez importantes puisque potentiellement sélectionnées lors de ce siècle-là. Au niveau des roseraies qui ont été échantillonnées et au niveau également de l'emploi du travail qui a été réalisé, la diversité génétique a été analysée pour 1459 accessions qui sont issues de différentes roseraies en France, donc vous avez ici la localisation sur cette carte de France. Et au niveau de la diversité phénotypique, comme je l'ai dit, c'est 350 accessions, plus ou moins 350 accessions en fonction des différents phénotypes différents caractères qui ont été réalisés. Et donc dans cette roseraie, Loubert. Alors la présentation qu'on va faire aujourd'hui, on a choisi de la faire à 2 niveaux pour essayer de montrer cette diversité à la lumière de l'histoire. Une diversité phénotypique, en essayant de comprendre comment cette diversité phénotypique a-t-elle pu stimuler la création variétale et comment elle a évolué également au cours du XIXe siècle. Et dans un deuxième temps, la diversité génétique, donc comment la sélection modifie-t-elle les gènes contrôlant les caractères d'intérêt, et le fond génétique, comment l'introduction a notamment pu modifier ce fond génétique. Donc pour la première partie, je vais laisser la parole maintenant à Christiana. Je vais parler de la première partie, celle qui essaie d'aborder la diversité des formes, la diversité phénotypique ou morphologique, parce que c'est à ce niveau-là, au niveau de l'observation, de l'extérieur, de l'observation macroscopique, que l'on peut facilement comparer les données que nous avons, moi et ma collègue Céline Briet, extraits des données à partir des documents historiques écrits, et donc les comparer avec les observations qui ont été réalisées par Tassiana et Gilles et d'autres collègues du GDO à partir de ces archives vivantes que sont ces clones de rosiers obtenus au XIXe siècle. Donc, de mon point de vue d'historienne, j'ai entendu aujourd'hui que la diversité était de toutes sortes. Pour moi, la diversité est toujours historique, c'est-à-dire qu'elle s'explique dans le temps. Et donc, c'est dans cet esprit-là que nous avons confronté ces données à partir de ce que nous avons appelé les rosiers papier et les rosiers vivants, pour nous interroger sur les mécanismes plutôt sociaux, culturels, mais aussi biologiques, qui ont été à l'œuvre pendant ce XIXe siècle et qui ont composé une structure de la diversité du vivant que Jérémy va vous présenter par la suite. Tout le monde se demande pourquoi le rosier aujourd'hui est une plante aussi vendue. On me demande toujours pourquoi au XIXe siècle le rosier est devenu tout d'un coup une plante aussi importante pour l'horticulture. Je pourrais résumer cela par une espèce de fitness, pour prendre un terme qui vous est plus familier qu'à moi, entre les qualités biologiques de cette plante-là, qui est le rosier, et les exigences de l'horticulture moderne, commerciale, qui naît au début du XIXe siècle. Une adaptation, donc le fait que ça colle à ce qu'on attend d'une plante, et notamment la variabilité, le fait que le rosier présente biologiquement une grande propension à varier, et qu'en plus il a un avantage dans la compétition, c'est qu'il vient du passé, des siècles précédents, avec un aura symbolique, culturel très important, qui est effectivement très valorisé pendant cette période-là. Et donc il correspond en fait à ce que sont les produits manufacturés du début du XIXe siècle, produits divers, de plus en plus diversifiés pour une clientèle qui se connaît, qui échange, qui voit ce que le voisin a et qui veut se différencier, mais aussi un produit commercial, puisqu'on peut le multiplier, on peut le repliquer, on peut le reproduire à l'identique pour le vendre sous un nom de marque, un nom commercial. Donc je pense que dans ces deux qualités, la variabilité par accident, comme on dit au XIXe siècle pour appeler les mutations, ou par semis, d'une part, donc la diversité, et aussi la possibilité de répéter à l'identique ce produit pour le transformer en marchandise.
Ce qui se passe aussi dans ce début du 19e siècle, Nathalie Ferrand a parlé dans une des sessions sur ce qui se passe dans une période plus tardive, mais dans ce début du 19e siècle, cette diversité est mieux connue. Et c'est un élément, un facteur très important, puisque des ouvrages, des monographies, des collections vivantes sont constituées. Donc on peut constater que le rosier est très divers. Et donc on le décrit toujours avec le souci de décrire la diversité. Et ça, c'est une représentation du 19e siècle qui est alimentée aussi par ces ouvrages illustrés, comme celui de Redouté, qui a été vendu très cher, qui a eu beaucoup de succès. Mais on peut le comparer par exemple au Liliacé, qui est son ouvrage le plus magnifique, je pense, et qui n'a pas entraîné un tel essor de la culture de rosier. Le rosier peut être comparé un peu dans son parcours commercial, on va dire, avec le camélia, qui est introduit dans la grande culture à ce moment-là, sauf que le camélia reste une plante très chère et qui se cultive plutôt en serre jusque dans les années 1830, ou avec le dahlia, qui est aussi une plante très variable, mais dont la multiplication végétative est beaucoup plus longue pour avoir un nombre de bulbes suffisant pour le vendre. Un produit commercial, et ça se voit dans la façon dont on crée des catalogues commerciaux pour les plantes de pépinière en général, mais pour ici pour le rosier, avec des noms qui sont, et là j'ai vu une similitude très forte avec ce qu'on a entendu tout à l'heure, des noms qui sont des noms évocateurs de personnes. On dit qu'un catalogue de rosier est une façon de parcourir l'histoire de France, aussi toute la parenté du détenteur, mais aussi des noms qui font appel à la sensibilité, à l'émotion pour cette aura culturelle de rosier. C'est très intéressant parce que c'est exactement la même chose qui se passe par exemple pour le poirier à l'époque, avec ces variétés bourgeoises qui ont un nom, une date d'obtention, une origine qui est certifiée en état civil et qui se vendent d'autant plus cher qu'elles sont plus récentes dans cette course à la nouveauté. On voit aussi qu'il y a dans cette période-là une distinction très forte qui apparaît entre le rosier des champs et le rosier du jardin. Et là, on est vraiment dans une démarche complètement à l'opposé de ce qu'on a entendu ce matin, c'est-à-dire qu'on cherche au 19e siècle des plantes qui représentent la civilisation, qui sont les plus éloignées possibles du rosier à 5 pétales qu'on trouve dans les champs. Plus il est compliqué, plus il est raffiné, plus il montre la maîtrise de l'homme sur l'environnement, sur le végétal, et le fait qu'il a été civilisé, pour reprendre le mot de ce matin. Là, dans la flore de Lamarck et de Candolle, on dit que la fleur pleine, donc celle qui a beaucoup de pétales, est le but vers lequel tendent les soins du fleuriste, dont les intérêts sont à tous égards séparés de ceux du botaniste. Effectivement, il y a une distinction, cependant, le rosier reste un objet vivant, et donc on va essayer de le décrire, de le comprendre, de le manipuler, de le contrôler, avec la connaissance du physiologie végétale, de la connaissance sur l'hérédité, la connaissance botanique, dans le sens biologique du terme. Et ce qui est intéressant, c'est que cette variabilité du rosier est peut-être comparable à celle d'autres plantes, mais surtout on cherche des variétés qui se distinguent entre elles, et c'est d'où la source de la diversité, pour les moindres petits détails de la morphologie de chaque organe du rosier. Soit sur la floraison, soit sur les aiguillons, on voit pour la couleur, on aboutit dans des catalogues à 60 couleurs différentes, des descriptions de plus en plus fines. Et donc, à la recherche toujours de l'originalité, de la nouveauté, et puis des qualités de culture qui sont de plus en plus recherchées au cours du 19e siècle. C'est une sélection qui est orientée pour répondre à des usages qui se diversifient aussi, parce qu'on commence à cultiver le rosier en pot, et c'est une source de revenus très importante, mais aussi pour le forçage, par exemple, donc on va chercher des rosiers qui se prêtent davantage que d'autres à la floraison hors saison habituelle. Des usages aussi pour la fleur coupée, là ça ne fait pas beaucoup, on cherche des bouquets tout faits comme celui-ci, ou des rosiers qui répondent à des modes concernant la forme de la fleur. Vous voyez ici en bas différentes formes de fleurs qui ont leur propre période de gloire, et aussi des couleurs. Je reviendrai, si vous voulez, dans la discussion sur ce Maréchal Niel qui a été le rosier le plus vendu en Angleterre dans la deuxième moitié du 19e siècle, qui est un rosier jaune, qui n'a pas eu beaucoup de succès en France, mais beaucoup en Angleterre pour la culture sous serre et le forçage. Donc, ce qui change aussi, c'est le fond dans lequel on pioche. Je n'emploie pas le mot génétique parce qu'il ne s'emploie pas au 19e siècle. Et c'est l'introduction du cultivar ou d'espèces spontanées en provenance d'autres continents, notamment d'Asie
et d'Amérique, et notamment l'introduction du caractère nouveau et très recherché, comme le fait de refleurir plusieurs fois dans l'année. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de techniques de culture auparavant, à la fin du XVIIIe siècle, au début du XIXe siècle, pour prolonger la floraison, faire en sorte que les rosiers fleurissent plus tôt, qu'on puisse garder la fleur. On dit la rose est fraîche, mais elle est passagère. Donc on essaie de prolonger la floraison. Et donc on cherche des rosiers qui sont bipères, qui fleurissent 2 fois dans l'année, des rosiers qui sont des 4 saisons, on appelle, qui parfois refleurissent dans l'année. Et puis avec l'introduction de ces cultivars asiatiques et des autres espèces, on voit que ce qui était qualifié de remontant n'est plus qualifié de remontant parce que l'exigence envers ce critère est de plus en plus importante, mais que aussi la prolongation de la floraison devient un critère important de sélection. Dans notre échantillon que Jérémy vous a décrit, dans l'échantillon des survivants du XIXe siècle, on observe ici par décennie au cours du XIXe siècle la première semaine de floraison qui est de plus en plus précoce. C'est-à-dire qu'il s'agit, en fonction de la date d'obtention, d'une évolution en plus vers la précocité. Je ne sais pas si elle est due à l'ensemble de la sélection ou aussi parce que c'est les rosiers plus précoces qui se prêtent davantage au forçage et qui sont plus recherchés. Prolonger la floraison, ça veut dire donc prolonger la floraison dans la roseraie par des variétés plus précoces ou plus tardives, mais chercher des rosiers qui fleurissent davantage dans l'année, pas seulement allumés. Et on observe très franchement sur ces données que ce qu'on appelle l'indice du magnitude de la floraison, il y a trop de R, c'est-à-dire la surface en dessous de la courbe de floraison que vous voyez là-haut, et change beaucoup au XIXe siècle. Et en plus, notre échantillon n'est pas tout à fait représentatif de ce point de vue parce qu'on observe dans les catalogues que dans le commerce, les rosiers non remontants sont quasi abandonnés à partir des années 1860-1870. Cependant, les collectionneurs, les connaisseurs continuent à sélectionner et à conserver, donc on les a encore, des variétés non remontantes. Il y a aussi des effets du mode, comme la mousse, donc les acicules qui sont sur le calice et le pédoncule de certains rosiers, comme sur le chapeau de Napoléon que vous voyez ici. Encore un nom évocateur, c'est pas celui qui l'a trouvé, mais ça avait été dédié, en plus sous la royauté, donc c'était encore pire. Et on observe, là je ne rentre pas dans les détails parce que Jérémy ne pourra plus finir, le fait qu'il y a une époque pendant laquelle ces rosiers ont été plus sélectionnés. Mais on observe aussi dans notre échantillon des caractères moins attendus, qu'on n'aurait pas à aller chercher aussi facilement d'après les indications des sources historiques, comme le lustre, donc le côté brillant des feuilles, et nous n'arrivons toujours pas à trouver une explication de la présence de ce caractère aussi important pendant une période. Est-ce qu'il est associé à d'autres caractères recherchés ou il a été sélectionné de manière délibérée? Cette sélection très intense de rosiers fait qu'on se demande aussi à qui appartient un rosier. Donc des questions de propriété. Est-ce que l'obtenteur est un créateur? Est-ce que c'est un don de la nature, un accident? Ou bien est-ce qu'on peut intervenir de plus en plus? Et c'est très important, je trouve, pour le travail aujourd'hui en génétique ou sur cette diversité-là, de savoir quelle est la pratique vraiment de sélection, de savoir qu'il y a du semis de hasard, la plupart sont du semis de hasard. Ils appellent le semis intelligent quand ils ont gardé la trace du porte-graines, ce qui est très rare, mais surtout de savoir que l'attribution de la parenté, donc la filiation, est donnée a posteriori, par ressemblance. Celui-ci doit être le fils d'un tel parce qu'il se ressemble un peu. Et donc ça change complètement la manière dont on va reconstituer des pédigrés et interpréter la diversité génétique. Ce que l'on observe aussi, c'est que les variétés vedettes sont utilisées ou déclarées comme étant les parents les plus souvent. Et donc on peut supposer qu'au cours de ce 19e siècle, la structuration de cette diversité va, d'une part, d'un point de vue strictement morphologique, croissant, puisqu'il y a une explosion du nombre de variétés, toutes différentes, donc ça veut dire qu'il y a une diversité apparente très importante, mais est-ce que cette concentration sur certaines qualités ne change pas la structuration de cette diversité, dans un sens qui ne serait pas un élargissement, mais peut-être une modification? Et là, je laisse vite Jérémy finir. Effectivement, cette diversité qui augmente
passé 1815, ça pose beaucoup de questions par rapport à cet essor des variétés de rosiers. Ce qui m'amène à parler de la diversité génétique maintenant. Donc ce qui est important de voir, c'est que justement ce début du XIXe siècle est marqué par de nombreuses introductions, à la fois depuis l'Asie, mais également aussi depuis l'Amérique du Nord. Et la question c'est comment ces introductions ont pu avoir un impact sur la diversité phénotypique et génétique. Pour ça, je vais prendre un premier exemple pour illustrer, c'est l'exemple de la remontée de floraison. Dans l'équipe, il y a eu énormément de travail qui a été fait sur ce caractère-là. Et il y a un gène qui a été identifié, qui est le gène ROCASN, donc un gène de la famille TFL1, donc un gène de floraison. Et ce gène permet d'expliquer ce caractère à travers une étude qui a été faite sur des couples de mutants. Donc il faut savoir qu'il y a des rosiers non remontants et des rosiers également remontants. Et au sein des rosiers remontants, on distingue des rosiers à floraison continue, qui vont fleurir de nombreuses fois après la première étape de floraison, et également des rosiers à refloraison occasionnelle, qui vont fleurir beaucoup moins et pas forcément tous les ans. Voilà. Donc ça s'explique par ce gène ROCASN. Et ce gène ROCASN, sa particularité, c'est que on a découvert des mutations dans ce gène. Donc là, vous avez le gène ROCASN, on va dire, sauvage, voilà, qui est ici. Le gène ROCASN, donc avec une insertion d'un élément transposable qu'on appelle COPIA, et chez les rosiers à refloraison occasionnelle, il y a eu une recombinaison au niveau de cet élément transposable, ce qui fait qu'on a gardé un insert d'une région LTA, donc des régions bordant cet élément transposable. Ce gène ROCASN, il a une fonction particulière, c'est un répresseur de floraison qui va être exprimé après la première floraison, ce qui fait que dans le cas où le gène ROCASN est fonctionnel, on va avoir donc une expression de ce gène qui va faire qu'il ne va plus y avoir de floraison après la première floraison. Alors que chez des rosiers remontants, eh bien, le gène étant soit inactif, soit on va dire dérégulé, on va avoir une refloraison qui va être possible puisque l'inhibiteur ne va plus inhiber correctement la floraison. Donc, ce qui est intéressant, c'est de suivre ces mutations au cours du XIXe siècle. C'est ce qui a été fait. Et là, vous avez une représentation des différents génotypes, soit homozygote pour l'allèle mutant COPIA, soit hétérozygote, soit homozygote pour l'allèle sauvage. Et vous voyez que une particularité, c'est qu'au niveau des plantes sauvages, vous avez une quasi-absence de l'allèle mutant COPIA, alors que, et c'est effectivement aussi une absence dans le cas des variétés européennes qui sont anciennes, c'est-à-dire avant 1800, et au fur et à mesure, et ce qui est également remarqué, c'est qu'au niveau des variétés asiatiques anciennes, vous voyez qu'il y a énormément de variétés qui sont soit homozygotes pour l'allèle mutant ou hétérozygotes. Et justement, parmi ces variétés, certaines ont été introduites dans l'Europe donc à la fin du XVIIIe siècle, ou au début du XIXe siècle, et ont ensuite été utilisées pour faire des croisements avec des variétés européennes. Et on voit, au fur et à mesure de différentes périodes, ici, donc au cours du XIXe siècle et du début du XXe siècle, une augmentation soit des homozygotes envers pour COPIA, soit des hétérozygotes. Donc ça sous-entend qu'il y a eu une sélection pour l'allèle COPIA qui allait empêcher l'inhibiteur d'inhiber et donc permettre la refloraison. Alors, en plus de COPIA, on s'est également posé la question s'il pouvait y avoir d'autres sources de la remontée de floraison. Dans l'équipe, il a été identifié au niveau d'un rosier qui s'appelle Rhoda moscata, donc une mutation, notamment un remplacement, une substitution d'une adenine ou d'une guanine au niveau de ce gène ROCASN. Et c'est une mutation qui est trouvée uniquement chez des rosiers qui sont des rosiers qui sont à refloraison occasionnelle. Et donc effectivement, ça peut être une nouvelle source de remontée de floraison qui a pu être aussi utilisée. Et ce qu'on voit, c'est que, alors c'est beaucoup plus difficile à voir que pour l'allèle COPIA, mais effectivement, au niveau à l'état, on va dire hétérozygote, on a eu une sélection de cet allèle potentiellement.
Donc maintenant, on peut se poser la question, et c'est effectivement le site qui est présent chez les rosiers type Rosa rugosa, qu'on peut voir notamment sur le bord des routes. Donc là, c'est vraiment à l'état homozygote. On peut se poser la question également de l'impact, non seulement sur des gènes de fonction, mais également plus globalement sur le génome. Est-ce qu'il y a eu un impact très important ou pas de ces introductions? Donc ça, on l'a étudié donc, avec 32 marqueurs microsatellites, donc répartis sur l'ensemble du génome, sur 1228 rosiers, cette évolution de la diversité. Et on a pu identifier une structuration de la diversité génétique en 7 groupes génétiques. Et ce qui est intéressant au niveau de ces groupes génétiques, c'est qu'on va avoir plutôt ici des rosiers européens anciens, plutôt ici des rosiers asiatiques, et beaucoup de rosiers hybrides entre les deux. Et là, on a davantage des rosiers, on va dire, plus, soit des botaniques, soit des rosiers un peu plus bizarres. Alors, je ne vous ai pas dit, le rosier, c'est une plante avec plusieurs niveaux de ploïdie, enfin des variations du niveau de ploïdie. Donc là, on a plutôt des pentaploïdes, des hexaploïdes. Là, on va avoir plutôt des tétraploïdes, des diploïdes, et puis également des triploïdes qui se baladent aussi. Et ce qui est assez intéressant, c'est que si on regarde ensuite la position, donc en noir, des variétés européennes qui ont été obtenues aux différentes périodes de temps qui sont indiquées ici, et de leur position relative par rapport aux deux sources de diversité que je viens d'évoquer, c'est-à-dire une source européenne ancienne et une source asiatique, on voit que des points noirs avant 1800, on en trouve uniquement, on va dire, proche de la source européenne ancienne, alors que entre 1800 et 1860, on en trouve beaucoup toujours aussi autour de cette source européenne, mais également on commence à en trouver autour de la source asiatique, alors que cette tendance va s'amplifier entre 1860 et 1914 avec de plus en plus de rosiers européens qu'on va trouver près de la source asiatique. Et vous voyez qu'après 1914, on n'a plus du tout de rosiers, bon, c'est un petit échantillon, j'avoue, mais c'est pas confirmé, plus du tout de rosiers qui sont près de cette source européenne, et ils sont quasiment, les rosiers hybrides qui sont obtenus sont quasiment confondus avec les rosiers asiatiques. Donc je pense que je vais arrêter là pour cette partie-là, et je vais simplement conclure sur la diversité, cette diversité de rosiers avec une construction génétique et historique, pour dire que effectivement le 19e siècle a vraiment été marqué par une rosomanie assez importante, qui peut s'expliquer par différentes raisons, notamment par le fait qu'on avait vraiment une espèce qui présentait un certain nombre de caractéristiques extrêmement intéressantes, dans le sens où on allait très rapidement pouvoir obtenir une énorme diversité dans un résultat de croisement, pouvoir également maintenir une variété obtenue par une multiplication végétative, pouvoir avoir une plante qui se cultive pas trop difficilement aussi, donc vraiment une plante qui était adaptée à l'horticulture de l'époque. Et également cette volonté de rechercher l'originalité, la nouveauté, vraiment cette recherche de la bête rare, on va dire. Et également, ce que j'ai aussi montré, c'est qu'on a une époque où les introductions étaient très importantes pour modifier, disons, à la fois introduire de nouveaux caractères, mais également modifier de façon très large le fond génétique. On peut même se demander maintenant qu'est-ce qui reste réellement des rosiers européens dans les roses hybrides tels qu'il y avait à la fin du 19e siècle, et peut-être maintenant ça reste à confirmer. Justement, ça reste à confirmer. Donc, il y a deux projets qui continuent, qui ont débuté et qui permettent de continuer Flourish. Donc un projet Rosemonde où là on n'est plus que historiens et généticiens, mais également on a embarqué avec nous ce que vous cherchez d'ailleurs, des géographes, des économistes et des sociologues pour essayer de comprendre non pas le 19e siècle, mais plutôt ce qui s'est passé au 20e et au 21e siècle, avec une tendance à la mondialisation, à la marchandisation également, et essayer de comprendre les tensions qui peuvent exister entre la patrimonialisation et la marchandisation. Et également un autre projet qui vise à essayer de comprendre davantage les pédigrés de rosiers, puisqu'on a compris comment avaient évolué les différents rosiers, mais vraiment comprendre quels sont les pédigrés, ça permet de comprendre un certain nombre de choses, notamment au niveau historique, comment les concepts d'hybridation, Christiana a parlé de celui du hasard, jusqu'à arriver à des pollinisations, on va dire, dirigées, et comment tout ça s'est fait, comment cette construction génétique, cette appropriation, on va dire, des connaissances génétiques entre le 19e siècle et le 20e siècle a pu se faire, et comment ça a pu avoir un impact sur les écrits qu'on peut laisser également sur ce travail. Voilà. Moi, je voulais remercier l'ensemble des personnes qui ont travaillé sur ce projet, puisqu'ils sont très nombreux et très courageux.
trouve que votre exposé fait vraiment écho à l'exposé précédent, en fait. Et Sophie, tout à l'heure, a démarré son exposé en disant « On ne peut pas étudier un système agricole si on n'inclut pas l'homme dans son système, et plus que l'homme en société. » Et je crois que ce que vous avez montré sur l'évolution de la mode et la rosemanie, on l'a appelée rosemanie, c'est ça, impacter la diversité génétique, et je trouve ça extrêmement intéressant. Et c'est vrai que ça peut paraître trivial, mais j'imagine que c'était pas si trivial que ça de partir dans cette aventure. Est-ce que vous avez essayé de regarder les caractères liés à la sensibilité aux maladies? Parce que vous avez une bonne connaissance des fonds génétiques originaux. Il aurait été assez intéressant de voir comment, en même temps, et d'un point de vue historique, le repositionner par rapport à l'évolution des pratiques de traitement. Ce serait quand même assez intéressant d'aller illustrer ce fonctionnement-là. Alors, par rapport à ça, c'était pas directement dans le projet, mais je sais que ça a été fait par des collègues qui ont justement exploité le travail qui a été réalisé dans la roseraie Loubert pour également aller faire des notations sur les plantes. Et effectivement, on voyait des différences, des plantes qui étaient saines et des plantes qui étaient malades. Après, il semble, il confirmera, que par rapport aux écrits, que la résistance aux maladies n'était pas un caractère qui était tant vraiment mis en valeur. Et dans les écrits, ce n'est pas un caractère qui semblait extrêmement important par rapport à d'autres. C'est une question extrêmement intéressante et ça se trouve que hier, j'ai passé l'après-midi à chercher les maladies dans mes sources parce qu'on est en train d'écrire quelque chose. Et je voyais qu'il y avait des rosiers pour lesquels on identifiait la descendance parce qu'ils transmettaient la maladie. Donc ils devaient être issus du pollen d'un tel parce qu'il était sensible au blanc, par exemple. Ce qui est intéressant dans notre projet, c'est qu'on a réussi, et je trouve que c'est bien, d'avoir créé une méthode de travail en commun et aussi des outils informatiques, notamment de base de données, et qu'on peut toujours alimenter. Donc moi j'espère que ça fonde un travail de plus longue durée avec des questionnements nouveaux. Et ça a été long en fait d'arriver à comprendre, à comprendre ce que les autres posent comme questions, etc. Donc maintenant, je ne sais pas, j'espère que j'ai le sentiment de mes collègues, mais je trouve qu'on peut poser différentes questions, y compris celles des maladies, pour aller plus loin. Vous avez dit que les gens, disons, avaient une idée des généalogies à partir des ressemblances externes, phénotypiques. Est-ce que vous avez réussi effectivement à voir si ces parentés reconstituées à partir de l'observation collaient avec ce qu'on pouvait regarder en génétique ou pas? Si je prends deux exemples pour l'expliquer, on a fait ça de moyen. Effectivement, si on prend les rosiers bourbons, alors les rosiers bourbons, c'est un type de rosier qui porte son nom parce qu'on va avoir des rosiers qui ont été. Le premier rosier en fait, a été découvert sur l'île de la Réunion qui s'appelle l'époque du Bourbon. Et ce qu'on suppose, c'est que, ce qui est indiqué dans les sources en tout cas, c'est que c'est un croisement entre une variété qui s'appelle Old Blush et une variété qui s'appelle Rosa Damascena 4 saisons, qui a donné le premier Bourbon, qui s'appelle Rose Édouard. Et alors pourquoi? Parce qu'il semble qu'apparemment les haies qui étaient plantées on va dire, sur l'île Bourbon souvent présentaient deux lignes, une ligne de Old Blush et une ligne de Rosa Damascena 4 saisons, première raison. Et deuxième raison, parce qu'effectivement, il y avait aussi des ressemblances, c'est très frappant, entre le descendant et les deux parents supposés. Donc ce qu'on a pu voir au niveau de l'analyse génétique, c'est que, effectivement, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit Old Blush, les parents ici, et on voit Rosa Damascena 4 saisons ici, et on voit l'hybride, le descendant potentiel entre les deux, ce qui effectivement a tendance à accréditer cette hypothèse-là. Après, on a un autre exemple qui lui colle beaucoup moins, qui correspond à l'origine du rosier noisette. Donc là, on n'est plus sur l'île Bourbon, on se situe à Charleston, aux États-Unis, en Caroline du Sud, je ne me trompe pas, où on va avoir une personne qui s'appelle Champneys, qui va en fait réaliser un croisement apparemment entre Old Blush et Rosa Moscata, va donner un individu, soit c'est des graines, soit c'est des cultures, on ne sait pas trop, à quelqu'un qui s'appelle Philippe Noisette, qui va ensuite envoyer cette plante-là à son frère, qui est localisé à Paris, et cette plante s'appellerait Champneys Pink Cluster. Voilà.
Ce qu'on peut remarquer, c'est que les parents sont remontants, et les descendants, pour ce qui nous concerne, ce qu'on a pu voir dans la roseraie, ne semblent pas remontants. Et alors que dans les sources, on peut voir qu'effectivement il est noté comme remontant. Et par ailleurs, au niveau du positionnement sur cette représentation, ce qu'on peut voir, c'est que les deux parents sont situés ici et l'hybride était quand même assez éloigné, ce qui nous fait penser que c'est probablement pas effectivement cet individu-là qui est le descendant direct. Alors, la question c'est, en fait, bon, déjà on ne sait pas trop ce qui a été transmis de M. Champnaise à Philippe Loisette, et après on ne sait pas trop ce qui a été transmis. Alors on sait, par contre c'est documenté, que Philippe Loisette a envoyé non pas des boutures, mais des graines à son frère. Donc ça veut dire qu'il y a déjà une génération, donc ça veut dire potentiellement c'est Champnaise Spin Cluster qui a peut-être été croisé par un rosier qui était plus, on va dire, type européen ancien, qui effectivement a fait qu'on a ce type-là. Alors ce qui est intéressant, alors ça peut être un des symboles de, je ne sais pas si c'est l'amitié franco-américaine ou pas, mais c'est que ils ont eux-mêmes chanté ce Pin Cluster là-bas, et ils ont aussi ensuite développé des rosiers de type noisette en Amérique, et nous on a développé des rosiers noisettes en Europe, et il semble que effectivement, ça a pris des directions différentes, et le Champnaise Pin Cluster qu'on a en Europe, alors soit effectivement déjà je pense qu'il est arrivé pas forcément identique à celui qui était parti des États-Unis, du fait des graines, et on a peut-être perdu aussi le vrai, alors que apparemment aux États-Unis ils ont un Champnaise Pin Cluster qui correspond davantage au type originel, semble-t-il. Bon, ça reste à confirmer, on n'a pas pu le récupérer. Une question pour Christiana, parce que l'âge d'or, oui, effectivement, ça a été pour la rose, mais pour l'horticulture en général, au XIXe siècle. Alors la question était de savoir si ce schéma historique que vous observez là, pour la rose, en fait, il est emblématique de ce qui s'est passé pour l'horticulture en général. Est-ce qu'il y a eu là une particularité avec une rosonamie sur la rose qui fait que voilà, il y a un schéma particulier de la rose. Le schéma général est valable pour toutes ces plantes qui sont introduites ou beaucoup développées au XIXe siècle. Le fait qu'il y ait des variétés qui sont nommées, qui sont datées, qui remplacent les variétés populaires, là c'est valable pour d'autres espèces. La rose, elle sort un peu du cadre par le volume, par le nombre de variétés. Là, c'est un peu exceptionnel, je pense, par rapport aux autres. Et ça continue pour la deuxième moitié du XIXe siècle, au début du XXe siècle. Mais le schéma général qui fait que la sélection exprès pour le marché, donc pour la multiplication en grand nombre, pour la compétition commerciale, par la distinction commerciale par des caractères très discret, on va dire, je pense qu'elle est valable pour d'autres plantes de jardin. Elle est beaucoup plus tardive pour des plantes de grande culture, par exemple. Elle se retrouve par exemple pour le melon, de la même façon, mais pas au point où la rose a été sélectionnée. Après, je trouve que cette façon de penser, par exemple, l'hérédité ou la façon de pratiquer ou pas la fécondation artificielle est très différente d'une espèce à l'autre. Les roséristes disent, j'ai entendu que quelqu'un fait de la fécondation artificielle en Allemagne, c'est peut-être très intéressant, mais je n'ai pas besoin parce que je sais, mais tout est différent. Donc la variabilité du rosier fait qu'on s'en intéresse moins ou plus tardivement, d'ailleurs plutôt dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Mais effectivement, il y a des pratiques qui sont communes.